proposé comme application spécifique, comme catégorie de l'éducation des adultes. Peut-être très très rapidement, je veux resituer la notion de formation par rapport à d'autres. Je déboucherai en définitive après sur l'intervention, mais je crois que ce n'est pas inutile de rappeler un certain nombre de choses dans l'ignorance où je suis de ce qui a été dit, vendredi dans la demi-journée précédente ou dans la journée précédente. Alors, tout d'abord, il faut situer la formation, la notion de formation, avec ces deux sens qu'elle a toujours d'origine. L'un qui va se rapprocher d'information, dans votre langue, et qui souligne l'aspect mécanique, mécanisme, en quelque sorte, fait que la formation, quand elle est vue en premier lieu, est littéralement vue comme l'emboutissage d'une carrosserie, d'une voiture, d'une carlingue d'automobile. Vraiment, c'est ça la formation, c'est donner une forme à, comme l'information, et le faire de façon quasiment mécanique. Ça, c'est important de le comprendre parce que dans le sens actuel de la formation et le sens qui nous intéresse, on est aux antipodes de ça. On a perdu, on a volontairement rejeté cet aspect pour reprendre une formation au sens très très large du terme qui va comprendre trois aspects au moins, et dont très souvent deux seuls sont remplis, qui sont la formation en tant que transmission d'un savoir. On a beaucoup fait dans l'intervention précédente allusion au savoir, effectivement, au savoir-faire aussi, mais qu'il y a quelque chose d'autre dans la formation qui s'oppose justement à la notion d'apprentissage à cet égard, c'est la notion d'un savoir-être. C'est-à-dire que la formation au sens moderne du terme va comporter à peu près inexorablement maintenant des aspects d'évolution de la vie affective. On pense toujours, nous, dans notre tradition française, et c'était un petit peu sensible dans le film qui vient d'être présenté, qui va exposer, tout simplement parce que l'administration pénitentiaire est, comme toutes les administrations françaises, une administration laïque, et qu'elle est très rationnelle, effectivement, d'inspiration, donc elle va privilégier ces aspects, elle va se méfier de l'affectivité. Mais il est bien évident que la première des choses qu'un détenu va avoir à apprendre au cours de son séjour en captivité, si justement il y a quelque chance de transformation et d'évolution, c'est à acquérir le sens de ses et accepter surtout le sens de ses limites, et par conséquent faire un deuil de sa volonté de toute puissance, enfin, ou de domination, et d'acquérir aussi le sens du différé, c'est-à-dire d'une temporalité, là où au contraire, jusque-là, il voulait tout de suite, comme d'ailleurs c'est dit à propos des adolescents, dans une des parties, effectivement, du film. Alors, je crois que c'est tout à fait important de voir ces aspects où on part du mécanique exactement comme la fourme est un fromage du massif central, et c'est la forme, effectivement, parce que c'est la forme qui fait le fromage, vous voyez bien étymologiquement, et qu'on arrive effectivement à retrouver une notion beaucoup plus vaste, en quelque sorte, de la formation, qui à ce moment-là est beaucoup plus proche parente de l'éducation. Alors il faut situer aussi très très rapidement, parce que pour vous, vous ne pouvez jamais prendre un terme sans les autres, ces notions d'instruction, d'enseignement. Il y a été fait principalement allusion, là encore pour les mêmes raisons que ce que je disais tout à l'heure, cette notion de laïcité et de rationalité, c'est vu comme une transmission en quelque sorte de contenu qui est généralement associée à une pédagogie. Pédagogie a un des sens, effectivement, du mot pédagogie, ou à une didactique, c'est-à-dire la didactique étant par rapport à la pédagogie l'étude des conditions de transmission de la connaissance, mais par le travers d'une discipline. C'est-à-dire que c'est à partir de la nature de la discipline
que les didacticiens se posent les questions de la transmission des connaissances. Si j'enseigne les mathématiques, comme les mathématiques sont hypothético-déductives, je ne transmettrai pas les mathématiques comme je transmettrai la biologie qui est inductive, par exemple, comme démarche en quelque sorte de l'esprit. Donc, je vais être obligé de penser ma pédagogie en fonction de la nature de la discipline pour pouvoir effectivement la mettre plus facilement à disposition. Quant à l'apprentissage lui-même, il est aussi polysémique, puisque on va parler de l'apprentissage au sens d'un métier, et à ce moment-là, l'apprentissage s'oppose à l'école, en quelque sorte, puisque l'apprenti va interrompre l'école à partir de 14 ans ou à partir de 16 ans d'un certain âge, et il va apprendre chez un patron. C'est ça qu'on appelle aussi l'apprentissage, mais l'apprentissage au sens les plus génériques, effectivement, du terme, est une modélisation des conditions cognitives, en quelque sorte, c'est-à-dire de la cognition, comment un apprenant apprend quelque chose, le mémorise, l'acquiert, et éventuellement, ça a été aussi beaucoup souligné au travers du film précédent, comment il peut transférer, c'est-à-dire que ce qu'il a acquis dans un domaine donné peut être reporté effectivement dans un autre domaine et à d'autres activités. Donc il y a quand même toujours dans l'apprentissage comme d'ailleurs l'apprentissage et l'enseignement et l'instruction vont privilégier les méthodes, d'une certaine manière, et les processus cognitifs, c'est-à-dire des aspects justement qui font plus ou moins abstraction de l'affectivité, même si on comprend bien, et c'est aussi constamment évoqué dans le cas précédent, qu'il va tout de même falloir éveiller des intérêts et par conséquent des motivations. Il va falloir qu'il y ait du désir, en quelque sorte, mais vous noterez bien que le terme n'a pas été du tout prononcé cette année. Et il faudrait revoir tout ce qui a été dit à propos de la population pénitentiaire, et d'ailleurs de ce qui va suivre maintenant en ce qui concerne la pédagogie et l'éducation des adultes, en fonction aussi d'une représentation, d'une intelligence plus ouverte à l'inconscient, plus psychanalytique en quelque sorte, et au désir. C'est-à-dire que rien ne se fait en quelque sorte en dehors du désir, et que dans la relation notamment avec entre l'apprenant et celui qui apprend, il va bien entendu y avoir des phénomènes qui seront d'ordre transférentiel ou contre-transférentiel et qui vont faciliter ou rendre plus difficile effectivement l'apprentissage. Quelles que soient les modélisations abstraites, quelque sorte, que l'on donne, et qu'on a besoin d'en donner, quelque sorte, pour la gestion. Bon, je ne vais pas plus loin en ce qui concerne ces différents termes, mais savoir qu'il faut toujours plus ou moins les poser les uns par rapport aux autres, et que finalement, l'éducation est sans doute le terme le plus polysémique de toute la notion, à ce moment-là la plus polysémique, mais celle aussi qui va réellement permettre de s'intéresser aux valeurs et aux finalités, là où le plus souvent on pose l'éducation en termes de la formation d'ailleurs très souvent, en termes d'objectifs, ce qui n'est pas du tout la même chose. On a beaucoup évoqué, d'ailleurs pratiquement on n'a parlé que d'objectifs dans la partie précédente, des objectifs qui sont tout à fait nécessaires, tout à fait souhaitables, mais il y a aussi, bien entendu, d'autres valeurs qui sont des valeurs qu'on va exprimer en termes de finalité. Là aussi, il ne faut pas les confondre. Elles ne s'inscrivent pas dans le temps de la même manière. L'objectif est par nature toujours défini, toujours précis. Pour pouvoir être atteint, il faut qu'il soit défini. Et c'est bien ce qui va constituer une pédagogie par objectif, où on va franchir en quelque sorte des degrés, alors que la finalité, elle, est toujours indéfinie, si ce n'est infinie. Elle est une tension vers quelque chose, mais qui se renouvelle constamment, et on ne vient jamais, en quelque sorte, au bout de cela. Et vous avez toujours dans l'aspect formation et éducation les deux dimensions
Il ne faut pas confondre. C'est d'ailleurs ce qui vous permettrait de les retrouver à l'œuvre quand vous vous posez le problème, que ce soit dans la situation pénitentiaire ou plus généralement, du projet. Est-ce que le projet est un projet visé, c'est-à-dire une quête de sens qui tend vers quelque chose, ou est-ce qu'il est déjà son ébauche programmée, en quelque sorte, mise en forme, et à ce moment-là, c'est un programme. Mais il faut bien les deux pour qu'il y ait une réalité concrète et qui puisse être atteinte. Il s'agit maintenant de resituer aussi cette formation, alors au sens déjà très polysémique du terme, proche de l'éducation, par rapport à un triptyque que j'appellerais sélection, formation initiale et formation continue. Pendant des siècles, vous n'avez pas de formation du tout, vous avez un minimum, en quelque sorte, de formation, parce que la sélection suffit, effectivement, quand on a besoin de chefs, par exemple, quand on a besoin de gens qui mènent les autres par rapport à des suiveurs, eh bien, on les sélectionne, et que ce soit avec des tests, que ce soit par d'autres moyens. À partir du moment où la formation s'impose et reconnue comme s'ajoutant à la sélection, déjà, elle relativise, qu'on le veuille ou non, la notion de sélection, mais elle ne la supprime pas, elle la relativise. Et cette sélection est encore, d'une certaine manière, comme l'après de la sélection. Et je joue sur les mots en disant l'après, c'est l'après postérieur, ES par conséquent, mais c'est aussi l'après ET au sens de l'amidon qu'on met sur le col d'une chemise pour faire tenir rigide. C'est-à-dire que pendant longtemps, la formation initiale va constituer ce qui va mettre en forme, ce qui va bonifier, ce qui va apprêter, effectivement, appareiller les produits de la sélection. Les jésuites du XVIIe siècle étaient célèbres d'ailleurs pour cela, et on n'a jamais fait que les citer, y compris dans les grandes écoles d'aujourd'hui. Ils recrutaient des éléments de très bonne qualité pour être sûr d'avoir de bons éléments à la sortie. Et quand vous aviez donc sélection plus formation initiale, eh bien effectivement, vous aviez un résultat très assuré. Cette sélection plus formation initiale présente une autre caractéristique, c'est qu'un peu à la façon dont les Égyptiens se représentaient le voyage vers la mort en franchissant les eaux du Styx, il fallait pour la vie, alors cette fois, l'équivalent, que la formation initiale donne tout le viatique nécessaire pour cet autre passage qui est celui de la vie, d'où on formait il n'y a pas si longtemps encore, il y a moins de 50 ans, un médecin, une fois pour toutes, jusqu'à ce que mort s'en suive de ses malades ou de lui-même, et il n'y avait pas de formation effectivement continue. On formait un avocat, on formait un notaire, on formait des spécialistes, des enseignants, des agrégés notamment, une fois pour toutes, et jusqu'à la fin de leur carrière. C'est-à-dire que la formation initiale devait donc être extraordinairement entassante, elle devait être complète, ce qui vous donne le caractère feuilleté, qui n'est pas à entendre ici en termes de pâtisserie, de nos programmes, en quelque sorte scolaires, où s'ajoute continuellement tout ce qu'il faut ajouter. C'est d'ailleurs exactement les mêmes modèles que notre code civil ou notre code pénal, quand vous le feuilletez. Bon, c'est des choses qui se sont entassées avec les différentes lois, et ça devient absolument non maîtrisable au bout de quelques temps, dans ce caractère géologique, en quelque sorte de l'entassement qui est fort, et nos formations initiales sont imaginées sur ces modèles pendant très longtemps. Quand la formation continue émerge, elle, c'est-à-dire, elle est ancrée très profondément, on la trouve déjà selon la Révolution française avec le marquis de Condorcet, par exemple, mais seulement comme linéamment. Elle n'émerge vraiment qu'après la Seconde Guerre mondiale, où il y a d'abord une première période qui va de 1950
à 1971, date de la loi en France sur la formation professionnelle continue. Mais jusque-là, elle balbutie, elle s'essaie, elle tâtonne en quelque sorte, elle se cherche. Mais quand elle émerge, elle va entraîner une véritable révolution copernicienne qui n'est toujours pas vue aujourd'hui. C'est-à-dire quelque chose comme 27 ans plus tard, qui n'est toujours pas vue, pas perçue. Cette révolution copernicienne théorique est le passage d'une mathématique linéaire, en quelque sorte, à une mathématique des ensembles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons un triptyque dorénavant, qui est le triptyque sélection, qui ne disparaît pas, mais qui est de plus en plus relativisé, bien sûr. Formation initiale, qui ne disparaît pas, et formation continue, c'est la formation continue qui devient la loi des deux autres, du triptyque. Par conséquent, ce qui veut dire en termes clairs que c'est l'inverse de l'entassement géologique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir d'abord une formation initiale et la formation continue, comme on se la représente encore aujourd'hui, qui est dans le prolongement de la formation initiale, qui est la seconde chance quand on n'a pas eu par la première voie, etc., autre chose, c'est un rattrapage. La formation continue est en réalité la loi, parce que à partir du moment où je sais que la formation continue est l'essentiel par rapport à des adultes, effectivement, je ne vais plus enseigner les mêmes choses aux mêmes endroits. Je ne vais plus être obligé de tout mettre le nécessaire, le minimum en quelque sorte, mais qui est en même temps extrêmement considérable et très entassé, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les mêmes périodes d'enfance ou d'adolescence, de ce qu'on appellera formation initiale, généralement à l'école, puis à l'université ensuite, je vais au contraire me dire qu'il y a des aspects que je n'ai aucun intérêt à mettre en premier dans la formation initiale, tout simplement parce que les gens n'ont pas de disponibilité affective ou de maturation intellectuelle ou affective, ou surtout d'expérience, de vécu correspondant qui puisse y donner sens. Alors qu'à partir du moment où je sais que le processus de formation est un processus interminable, qui se place sous le signe de l'inachèvement, qui est à vie, long life education, à ce moment-là, effectivement, je me dirais que je vais donner le minimum utile dans les premières séquences, qui sont les séquences de formation initiale, et en renvoyant et en préparant, en quelque sorte, des séquences qui vont suivre et qui sont des séquences de formation continue. Alors ça, je crois que c'est tout à fait important. Il est tout à fait typique dans le cadre de l'éducation nationale, qui à cet égard est la plus archaïque, en quelque sorte, puisque la loi de 71 a valu pour à peu près toutes les professions, alors qu'il a fallu attendre 1982 pour que la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation nationale voit le jour, notamment avec les MAFPEN, mais en consacrant la séparation entre les MAFPEN et les écoles normales d'abord, et ensuite les UFM, c'est-à-dire les instituts de formation initiale des maîtres, on garde encore, jusqu'à aujourd'hui, c'est en train de changer, dans les futurs UFM, à partir de l'année prochaine, il y aura la réunion, effectivement, de la formation continue et de la formation initiale, mais c'est encore à venir, ça n'est pas encore fait, donc 27 ans après la loi de 71, c'est quelque chose d'assez insensé, et généralement c'était des ministères séparés, le ministère de la formation continue ou de la formation professionnelle, qui géraient les choses, ou le ministère de l'éducation nationale pour l'autre. Trois courants ont contribué historiquement, là aussi je ne sais pas si ça a été dit, si c'est évoqué, mais enfin, c'est important de le rappeler, et qui eux vont tous se centrer sur les méthodes. Hein. Ce sont les courants de l'école active, de l'école nouvelle, qui à partir de 1920, 1930, marqué, très souvent avec des militantismes, mais qui sont vraiment des militantismes d'enseignants restant dans le cadre de l'école. Les courants de l'éducation populaire, qui sont plus caractérisés par l'animation, et qui sont tous le fait de militants, là aussi,
et de militants, soit qui sont tous des enseignants, pratiquement, que ce soit dans le cadre des CNA, des Francas, de la Revaine, de la Fauvaine, enfin j'en passe, et des meilleurs, des fédérations, des maisons de club ou autres, sont tous des enseignants, mais qui rêvent de faire autre chose qu'à l'école, qu'ils accusent effectivement d'élitisme, et bien entendu, ça ne vous surprendra pas, ils se dépêchent de reproduire à l'extérieur ce qu'ils portent en eux. Comme le fameux cartable dont ils ne parviennent pas effectivement à se séparer, il n'est pas rare de trouver un enseignant qui a 50 ans dit encore où est-ce que j'ai mis mon cartable. Il montre bien l'attachement foncier, effectivement, à cette situation scolaire, à cette matrice. Il y a de gros cartables. Et un troisième courant qui est celui qui est venu des États-Unis avec ce qu'on pourrait appeler, d'une part, qui a été fécondé d'une certaine manière par l'émergence de la psychologie sociale aux États-Unis, qui a amené aussi en France la constitution de la psychosociologie, et puis les courants des thérapies nouvelles qui étaient très associées effectivement à la psychosociologie en France et ailleurs, et qui ont donc donné à l'éducation des adultes une dimension effectivement beaucoup plus groupale, là où chez nous, nous ne raisonnons encore qu'en termes de collectif, effectivement, et par conséquent d'individualité juxtaposée. C'est quand même le modèle traditionnel de la classe à l'école. Le groupe classe n'a pas vraiment pénétré, si vous voulez, nos écoles, effectivement, et les notions de groupe ont été apportées après 1944, en quelque sorte. Un petit peu, ils ont pu voyager avec les Liberty et dans les wagons même des exportations américaines. Il est tout à fait important de savoir que ce sont des alluvions qui se sont combinées, en quelque sorte. Là aussi, il faudrait mentionner peut-être en quatrièmement un courant anarcho-syndicaliste qui a effectivement joué beaucoup au niveau de l'éducation. Quelquefois d'ailleurs, malheureusement pas assez, d'une certaine manière. Moi je me souviens, avoir discuté avec Élie Monin, effectivement, à l'époque, la partie revendicative l'emportait presque par la force des choses dans le cadre des urgences, elle est toujours à satisfaire, à la partie formative ou éducative, mais elle a toujours été prévue dès l'aube du syndicalisme, effectivement, et elle n'a pas pu toujours être aussi bien remplie. Alors, lorsque cette formation va se développer en quelque sorte, et en particulier dans les périodes que je viens d'évoquer, c'est-à-dire entre 1950 pour les prémices, 1971 à partir de l'officialisation, quelque sorte, qui va surtout assurer des fonds qui seront soit prélevés sur la masse salariale des entreprises, soit, s'ils ne sont pas employés à des fins, effectivement, de formation continue, de formation professionnelle continue, ils seront taxés d'une certaine manière. Par conséquent, c'est une incitation forte à ce que les entreprises développent, en quelque sorte, la formation. Et au bout d'un certain nombre d'années, on va s'apercevoir que la formation elle-même, quels que soient ses acquis, quel que soit son intérêt, reste marqué du sceau de l'artificialisation. C'est-à-dire que la formation, c'est toujours une mise entre parenthèses. Le philosophe Alain voulait, et en étant d'ailleurs tout à fait bien intentionné, certainement, que l'école soit aussi nue que possible, que les murs de l'école, les murs de la classe, et les vôtres cette année, c'est très différent des années précédentes, sont tout à fait respectueux d'Alain, il faut donc le féliciter. C'est-à-dire que rien ne vienne distraire l'attention des élèves de l'essentiel. Parce que Alain se situe encore dans le prolongement du philosophe de l'Antiquité,
et qu'il y a cette sorte de distinction fondamentale, qu'il y a des apparences qui sont les phénomènes, et il y a des choses essentielles, importantes, qui sont les humaines. Et bien entendu, l'école doit donner l'essentiel et doit au contraire détacher de l'accessoire, éviter que les élèves ne se perdent dans l'accessoire. Ce qui amène des disciples d'Alain, comme un Bordelais, je ne sais plus comment il s'appelle, Jean Château, qui enseignait effectivement à Bordeaux, a écrit cette phrase merveilleuse: l'école doit tourner le dos à la vie. Mais Jean Château écrivait ça en 1945, 48, quelque chose comme ça. Et François Bayrou, plus proche de nous, il y a seulement 3 ans, disait que l'école devrait redevenir le sanctuaire qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Alors, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est à la fois qu'on peut avoir des gens qui ont été bien intentionnés, dont ces formulations ont même peut-être été relativement vraies dans des périodes antérieures de l'histoire, et qui disent aujourd'hui, ah ben, quand on répète ça, on aboutit à dire des âneries. Si vous allez dire aujourd'hui dans une banlieue, tenez dans le collège qui est à côté de cette université, que l'école doit tourner le dos à la vie, vous allez avoir des problèmes à expliquer ça, effectivement. Parce que l'école, aujourd'hui, elle est comprise, et de plus en plus, effectivement, sur l'existence. Le problème est donc qu'on ne peut plus définir, effectivement, à partir des mêmes valeurs, et qu'on ne peut plus avoir cet isolement, en quelque sorte, cette rupture avec le reste de la société. Par conséquent, ça pose une question qui est celle de la stagification. C'est-à-dire que quand on fait venir des gens en formation, ils sont dans un relatif confort, en particulier, ils retrouvent des conditions idéales pour se poser des questions qu'ils ne peuvent jamais se poser dans leur pratique professionnelle, puisque dans les pratiques professionnelles, il y a l'urgence, il y a les problèmes à résoudre dans la quotidienneté. Donc c'est pas là qu'on peut reprendre de la distanciation et se réinterroger sur ces pratiques, bien sûr. C'est vrai. Mais quelqu'un comme Jacques Guigou, qui est un spécialiste des problèmes de formation, qui a travaillé à l'époque avec Schwartz, avec Bertrand Schwartz, à l'école Lénine de Nancy, qui a écrit plusieurs ouvrages sur la formation, effectivement. Jacques Guigou emploie la notion de stagification en montrant qu'elle est une véritable artificialisation et qu'elle ne correspond pas nécessairement à ce qui serait nécessaire. Alors c'est peut-être à partir de cela, bien que Guigou n'en soit rien responsable, mais qu'on voit émerger dans les années 75-80 ce qu'on a pu, alors ça existait avant, mais ça se développe beaucoup dans le prolongement de la formation, ce qu'on a appelé l'intervention. C'est-à-dire que l'intervention va se proposer d'agir sur le terrain professionnel lui-même, là où la formation regroupait en quelque sorte des stagiaires venant de différentes entreprises ou de différentes origines, ou même, à la limite, quand il s'agissait de formation continue dans l'entreprise, isolée, en quelque sorte, dans l'entreprise. Alors, tout à fait intéressant, parce que quand il était dit, et cette fois dans un très beau sens, bien sûr, que l'école, dans les prisons, permettait à des prisonniers d'oublier leur captivité,
on voit très bien ici l'intérêt des choses, c'est-à-dire d'éviter qu'ils ne dépriment, enfin qu'ils ne s'enquissent encore davantage dans leur malheur ou dans leur déchéance. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais en même temps, c'est une très belle illustration de ce que disait Guigou, c'est-à-dire de l'artificialisation que comporte la stratification. Puisqu'ils arrivent à oublier ça, c'est bien la preuve qu'ils sont entre parenthèses, et s'ils l'oublient, de toute façon, le lendemain matin, quand ils se réveilleront, quand ils auront à retrouver le rythme de la prison, le rythme de la prison, il sera quand même là. Je crois que c'est tout à fait intéressant de voir ces deux aspects, en dehors de toute utopie ou de tout bon sentiment. C'est-à-dire que c'est pas pour dire l'un est mal, l'autre est mieux, etc. Non, c'est pour aider à comprendre que chaque aspect comporte ses limites, effectivement, et qu'on est plus riche en étant conscient de ses limites qu'en les voyant. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui va relever, effectivement, utilement de la formation, jusqu'à quel point, qu'est-ce qui relèvera beaucoup plus opportunément de l'intervention. Alors, l'intervention ne met plus un client, cette fois, des clients au pluriel en relation avec un formateur ou avec des formateurs, mais l'intervention va mettre en relation un client ou des clients, ou un client collectif, c'est distinguer de choses, en relation avec un consultant. J'accepte, parce que je n'ai pas du tout le temps de l'aborder dans le cadre un petit peu contraint de cette matinée, les problèmes de l'expert, par exemple. Le consultant n'a rien à voir avec l'expert, et c'est le consultant qui fait l'intervention. L'expert fait aussi une forme d'intervention, mais c'est une intervention brève, expert. L'expert détient du savoir qu'il met à la disposition de son client, et il délivre en quelque sorte ce savoir. Le consultant est en relation avec un client qui l'aide effectivement à élaborer les démarches, les processus, les activités dont ce client a besoin. C'est-à-dire que l'expert n'est pas un substitut de ce qui manque, en quelque sorte, à l'entreprise ou à l'organisation ou à l'administration. L'expert n'est pas non plus, c'est une très mauvaise image, il faut vous en méfier toujours, un catalyseur, parce que comme ça, on dit ça, c'est chimique, ça n'a pas d'âme, ça ne mange pas de pain. Quand on n'a pas d'âme, on mange pas de pain. Mais c'est mécanique. Alors qu'en réalité, le consultant est bien en relation interactive avec son client collectif, mais cette relation interactive est une relation où la visée du consultant est de devenir inutile, c'est-à-dire que ce soit le client qui s'approprie littéralement ce qui est la compétence du consultant justement. Là où l'expert la délivre, l'expert il dit, vous me posez telle question, la réponse à cette question, c'est ceci. Et après, d'ailleurs, vous en faites ce que vous voulez, c'est pas mon affaire. Ce sera l'exemple d'expert, ce sera l'expert conseil, ce sera le conseil juridique qui va vous donner certainement, effectivement, d'éléments. Tandis que le consultant va travailler avec vous, va travailler avec le client pour qu'effectivement le client progresse dans la recherche et dans la conquête des solutions qu'il poursuit. Et l'intervention va donc se situer dans ce cadre-là, qui veut dire du même coup que là où le cadre de la formation est toujours un cadre, bien sûr temporel, mais temporel chronologisé, si j'ose m'exprimer ainsi, voire chronométré,
c'est-à-dire que je vais penser la formation en termes de journée, ou en termes d'heures, ou en termes de semaines, ou en termes de mois, ou en termes d'années, peu importe, c'est calibré, effectivement. L'intervention, elle aussi, se situe dans une durée, mais la durée de l'intervention est à la fois certaine en tant que durée, ce qui est tout à fait important. Il n'est pas pensable, sans escroquerie, d'entamer une intervention auprès d'un client sans en fixer effectivement la limite. C'est tout à fait important. Et d'un autre côté, elle est incertaine quant à la longueur, c'est-à-dire qu'il faut à la fois résoudre là une contradiction, il faut fixer un terme qui ne peut pas être dépassé, mais en sachant que l'intervention peut se terminer en amont beaucoup plus tôt. D'ailleurs, en général, l'intervention se terminera à partir du moment où, idéalement, le consultant sera devenu inutile, en tout cas, mais le plus souvent, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est quand même voisin, mais c'est autre chose. Le consultant sera congédié, sera rejeté à partir du moment où il deviendra effectivement dangereux. Parce que l'institution sait parfaitement se défendre, surtout quand c'est une entreprise. Le travail de l'intervenant, comme d'ailleurs le travail de tout bon formateur, qui ne se limiterait pas au savoir et au savoir-faire, c'est d'être dérangeant. Et à partir du moment où l'institution est dérangée, eh bien, elle se défend. Elle se défend là où en formation, la formation, alors je vais jouer sur les mots par rapport au thème précédent, est toujours une situation captive. Elle l'est à 300 du terme. Elle l'est dans le cadre pénitentiaire, ça c'est tout à fait clair, une première fois. Elle l'est une seconde fois dans la mesure où l'assistance, le groupe que vous constituez, dès le moment où on est dans une école ou dans un stage de formation, on est captif. On n'entre pas et on ne sort pas comme eux. Bien sûr qu'en théorie, on devrait pouvoir le faire. Mais en fait, on est captif. Et troisièmement, on est encore très souvent captivé par les efforts de séduction, en quelque sorte, qui s'y jouent, enfin, au niveau relationnel. Et même, à la limite, donc tout à l'heure, il nous a été montré par M. Laurent que c'était presque nécessaire pour aller à la pêche. Enfin, je veux dire qu'il y a cette très grande difficulté, si vous voulez, d'avoir des gens qui n'en voudraient pas, à la limite, et qu'il s'agit d'inciter à en vouloir, parce que c'est peut-être une chance très réelle, effectivement, pour eux, et du même coup dans lequel on va se trouver dans cette situation absurde, et qu'il faut comprendre uniquement en termes de dialectique, de vouloir jouer le Petit Prince de Saint-Exupéry avec les renards que constituent les prisonniers, parce qu'ils n'en veulent pas, d'une certaine manière, il faut les apprivoiser, d'une certaine manière, c'est vraiment un Petit Prince, mais il faut savoir aussi que le Petit Prince de Saint-Exupéry devant lequel tout le monde se parle, c'est une anthologie de la manipulation. Et qu'elle est en même temps non seulement insupportable quand il s'agit d'humains, mais encore elle est perdante dans les termes mêmes qu'employait M. Laurent tout à l'heure. Les adolescents ne sont pas si bons quand même, etc. Et ils savent très bien sentir quand on les piège. Et là aussi, les prisonniers, bien sûr, ils sauront le sentir. Il faut donc être à la fois en situation d'appel, d'appât, et en même temps de non-manipulateurs. C'est extraordinairement délicat. Chose à jouer. Et ça va se retrouver au niveau, effectivement, de la problématique de l'intervention, qui va elle aussi se caractériser par le fait qu'il y a un client qui sera un client collectif.
C'est-à-dire, et quelquefois d'ailleurs, l'intervenant sera utilement aussi collectif, parce que ces collectifs, s'ils sont bien analysés et bien mis en scène, vont permettre à des fonctions de médiation de jouer. Et ces fonctions de médiation vont être très importantes. Si on revient à ce que je disais tout à l'heure, à l'inévitable englument affectif, transférentiel et contre-transférentiel qu'il y a très naturellement dans des relations entre apprenants et en quelque sorte formateurs ou enseignants, dès que ce sont des groupes, des équipes, il peut y avoir une médiation tournante à l'intérieur. C'est-à-dire que d'abord les enseignants ou les formateurs doivent aussi faire ce cheminement qui est celui de l'acceptation de leurs propres limites. Le formateur se veut peut-être toujours Superman, mais en réalité, il ne peut pas convenir à tout le monde. Il y a des convenances qui sont plus grandes entre tel ou tel type de personnalité et tel ou tel type, effectivement, d'apprenant. Tout le monde n'a pas cette sorte de valeur universelle. Nous sommes là dans le domaine de la particularité, nous sommes là dans le domaine de la casuistique, nous sommes dans le domaine de cas particuliers. Alors, c'est encore une autre contradiction, parce que l'importance qu'attachait M. Laurent tout à l'heure au préceptorat, et c'est vrai que la situation pénitentiaire, c'est une de ses rares richesses, en quelque sorte, c'est de permettre plus facilement une individualisation et un caractère de précepteur, étant donné d'ailleurs les effectifs et étant donné la façon dont ça se passe. Mais ce n'est pas transposable à l'extérieur de façon économique. À l'école, l'école est malheureusement condamnée à l'universalité, à la fois des connaissances, et son dada, et son truc, et peut-être son égarement, mais aussi à l'universalité des conditions d'exploitation de l'école, c'est-à-dire tous les élèves à la même enseigne, en même temps, la même dictée, dans toutes les classes de français et de navarre, etc. Et ça, c'est inévitable. Je veux dire qu'il faut donc assumer que la formation dont je suis parti, et la formation continuée, a fortiori comme étant la loi de l'ensemble, ce triptyque, cette formation qui met en jeu nécessairement des dimensions hétérogènes, conflictuelles entre elles. Et c'est déjà un petit peu apparu dans ce que, comme je soulignais, les dimensions de la rationalité et de l'affectivité. Les dimensions, quand on passe des tests, on pourrait venir à la manière dont, au début du siècle, si vous voulez, le quotient intellectuel. Bon, et puis, le vrai problème qui se pose, mais pour lequel il n'y a jamais eu de test, c'est le problème du quotient affectif des uns et des autres. Et notamment, si on revient effectivement à la situation pénitentiaire, qui est tout à fait vrai de dire que l'adulte n'est pas un enfant, il n'est pas un enfant prolongé, il ne fonctionne plus effectivement comme un enfant, mais la notion d'immaturité, elle, reste bien une réalité, si vous voulez, affective, et il y a par conséquent des gens qui sont des adultes, avec des compétences d'adultes, et qui en même temps ont des sous-développements, enfin en quelque sorte, ou des secteurs de leur vie affective, de leur pensée critique d'ailleurs, aussi bien, qui ne sont pas du tout développés. Et il n'y a pas forcément, comme le modèle scolaire l'aurait voulu, en quelque sorte, quand il y a développement dans un domaine, c'est-à-dire on devient bon élève, on devient fort étrantène, etc., presque toujours en général, vous avez une régression sur le plan affectif et une immaturité affective correspondante. C'est-à-dire que les développements ne se font pas de façon harmonieuse, mais qu'ils se font eux aussi de façon conflictuelle, qui donc pose
cet autre problème tout à fait paradoxal, qu'en particulier, quand elle a émergé, la formation continue, formation continuée, parce qu'il faudrait encore distinguer entre ces deux termes, enfin ça c'est des petites nuances, en entendant peut-être le risque qu'il y a aussi bien dans l'éducation permanente que dans formation continue, qui est d'éterniser. Quand je dis permanent, c'est aussi bien l'idée d'une éternité. L'éternité est permanente. Je n'ai donc plus de durée. Alors que ce que j'essaie de faire comprendre, que aussi vrai dans les situations qui nous ont été décrites et qui nous ont été rapportées, que dans des situations de formation professionnelle, effectivement d'adulte, c'est l'inscription dans une durée, dans une temporalité qui commence. D'abord, comme je l'ai montré tout à l'heure, parce que le passage des séquences de formation initiale à des séquences de formation continue suppose bien la représentation d'une durée, même si ce n'est pas les mêmes, bien sûr, et qu'il n'est pas besoin de tout donner, de tout montrer maintenant, puisqu'il y aura effectivement des occasions ultérieures, et aussi parce que l'idée même des acquisitions, contrairement à la modélisation de l'apprentissage, qui n'envisage le temps que presque en termes de temps réel, un peu comme des informaticiens pourraient effectivement l'envisager, le problème de la maturation, au sens cette fois où un vin mature, où un bois travaille, et où chaque type d'individu, de personne, ne va pas maturer du tout au même rythme, va maturer selon sa fantaisie, à son caprice propre, suppose par conséquent qu'une importance de la temporalité là soit au contraire reconnue et analysée. C'est-à-dire en particulier qu'il ne peut pas y avoir d'intervention et il ne peut pas y avoir non plus de séquence de formation à peu près sérieuse sans qu'il y ait au moins un minimum de temps qui soit donné. Moi, je me souviens qu'à certaines époques où peut-être la formation continue n'en était encore que ses balbutiements, mais on avait souvent, y compris l'éducation nationale d'ailleurs le plus souvent, des demandes aussi extraordinaires que ça, former en une demi-journée des inspecteurs d'académie qui devaient faire partie de jury, d'examen, aux techniques d'entretien. Bon. C'est absurde, ça n'a aucun sens. Donc là, alors à la fois vous avez cette autre contradiction, si vous voulez, parce qu'il y a bien des équivalents aujourd'hui de cela, c'est que quand on n'a pas, enfin on doit assurer des fins de mois, on accepte un petit peu n'importe quoi, et d'un autre côté, il faut savoir ne pas accepter ça, parce que c'est un engrenage dont on ne sortira pas, si vous voulez, c'est-à-dire si ce n'est de faire de la bataille. Vous avez de grandes administrations qui continuent à faire ça. Moi, j'ai été consultant de l'AFPA. Les psychologues de l'AFPA sont à peu près pour leurs entretiens, puisque vous parlez de l'entretien, dans la situation où les prostituées de la rue Saint-Denis se trouvent, c'est-à-dire à faire de l'abattage. Enfin, j'ai vu. D'ailleurs, d'une certaine manière, on peut se demander avec une certaine angoisse, pour des raisons de gestion du temps, si les 10 minutes auxquelles vous faisiez allusion n'aboutissent pas effectivement à un tronçonnement économiquement nécessaire, mais en même temps qui est un véritable non-sens, car on ne peut jamais savoir quand on commence un entretien avec un individu si ça accroche, au nom même de ce qui est recherché d'ailleurs, de ce qui accroche, s'il n'y a pas effectivement intérêt à investir beaucoup plus. Et là on est pris en quelque sorte dans des contradictions qui sont des contradictions redoutables. Bah, voilà ce que je voulais vous dire sans trop déborder, et surtout pour laisser un peu de temps à des échanges et à des questions sur les problématiques successives, en quelque sorte, mais successives qui n'entraînent pas une substitution, c'est-à-dire
il n'y a pas l'intervention qui a chassé la formation. De même que j'ai essayé de montrer que, en dépit, surtout dans le cadre de cette université, de tous les éléments utopistes et de tous les élans gauchistes de l'époque, il n'est pas en notre pouvoir de supprimer la sélection. Même si on a parfaitement raison de lutter contre les effets injustes de la sélection, c'est autre chose. Mais de toute manière, un autobus ou un wagon de chemin de fer qui n'est fait que pour contenir confortablement ou à peu près convenablement 80 ou 120 personnes n'en tiendra pas de mieux. Enfin, je veux dire, ça n'est pas possible. Il y a eu des moments de la création de Paris-Ville où, peu importe, s'il y avait 2000, il fallait que les 2000 y soient. Le résultat d'ailleurs, c'est qu'ils s'auto-éliminaient d'eux-mêmes à partir du moment où ils s'apercevaient qu'ils étaient 2000. Parce que 2000 dans des salles qui étaient faites pour en contenir à peine 200, ben, quand les gens avaient marre de faire le tantinet d'un pied sur l'autre, tout dépend. Donc c'est illusoire aussi. Mais le principe était sacro-saint. Alors qu'en réalité, non. Le problème, c'est de voir comment les émergences successives, sélection, formation initiale, formation continuée, relativise ou révolutionne, remettent complètement en question les notions précédentes et s'y articulent, ne les chasse pas. Et là aussi, comment l'intervention ne supprime pas la formation, mais amène à se réinterroger qu'est-ce qui relève davantage d'une pratique ou d'une démarche d'intervention et qu'est-ce qui fait toujours partie, effectivement, des démarches classiques de formation. Et à l'intérieur de la formation elle-même, qu'est-ce qui relève encore de l'enseignement en tant que magistral, parce qu'il y a des choses qu'il n'est pas nécessaire de faire redécouvrir par des techniques de groupe, même si ça fait plaisir de faire de autre chose. Il y a des données qui s'administrent mieux par un exposé. Et donc l'exposé n'est pas sacrifié, n'est pas révolu, n'est pas disparu, mais c'est tout un ensemble. Et donc il faut avoir d'une certaine manière le panorama et la maîtrise d'utilisation. Merci. Merci, M. Arbono. Introduisez dans cette présentation, et il me serait facile de vous répondre oui, si nous nuançons, vous avez raison. Et d'un autre côté, en faisant ça, je ne répondrai pas à votre question. Je vais donc vous répondre qu'il n'est pas possible, effectivement, de confondre les deux. Mais auparavant, et peut-être comme hors d'œuvre à cela, je vais revenir sur la question qui était posée, effectivement, en disant que, il me semble, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais il me semble qu'il y a aussi quelque chose de plus, et que, à partir du moment où un enfant accepte ce qui a été voulu en quelque sorte par ses éducateurs, par ses parents, et ça part de l'éducation des sphincters, si vous voulez, donc d'un certain nombre de contraintes, en quelque sorte, il faut qu'il maintienne un effort. Et bien sûr qu'il y a cet égocentrisme fondamental qui fait qu'il n'y a même pas l'idée que l'autre peut exister, et ça j'en suis tout à fait d'accord dans la situation décrite, mais en plus, une fois que on découvre que malheureusement il y a un autre et que cet autre nous fait mal, enfin nous résiste, nous frustre, etc. Alors, longtemps après, on pourra découvrir qu'il existe heureusement et qu'il a d'autres aspects et d'autres apports, mais avant c'est le malheureusement effectivement qui est saisi. Il faut beaucoup d'efforts pour faire place à cet autre. Et ces efforts requièrent une forme d'énergie soutenue, de tension, en quelque sorte. Et je fais l'hypothèse, peut-être en raisonnant analogiquement par rapport, par exemple, avec
avec des chômeurs aujourd'hui, ce qui est une situation très malheureusement fréquente. Quand vous avez des chômeurs de longue durée, qui ont désappris d'une certaine manière à se lever, qui ont désappris à supporter le petit chef du coin qui retrouverait s'y retrouvait du boulot, etc. Qui ont même désappris à manger parce qu'il faut savoir rétrécir son estomac dans certaines circonstances, vous ne les ferez plus reprendre. Alors, il est tout à fait vrai que des adultes et des enfants, c'est pas la même. Là, je parle de chômeurs de longue durée qui sont en général des adultes. Mais il y a chez l'enfant quelque chose de tout à fait analogue dans son vécu d'enfant, d'échecs cumulés. Et encore chez nous, c'est pas trop grave pour l'époque actuelle, mais dans 10 ans, nous en serons au stade du Brésil et du Mexique. Au Mexique, il y a les enfants rares, comme on les appelle, qui vivent dans des égouts. Au Brésil, il y a des bandes armées d'enfants qui font ce qui, exceptionnellement, chez nous, se passe dans la région de Caen avec l'épicière qui a été flinguée il y a 3 jours. Mais ça va devenir de plus en plus, effectivement, comme ça. Et c'est ces décrochages-là qui font qu'il n'y a plus l'énergie soutenue et l'effort de la quotidienneté constante pour se faire entendre, effectivement, par l'autre. Et que ça, c'est une renonciation à peu près totale à ça. Et extraordinairement précoce quand il s'agit effectivement d'enfants. Mais précoce, mais qui en réalité correspond à un roman d'accumulation d'échecs et de rebuffades qui est quand même beaucoup plus long que nous le représentons en fonction de leur jeune âge. Donc ça, c'est un point, mais qui n'affirme en rien ce qui a été dit auparavant, qui simplement s'y ajoute et peut aider aussi à comprendre ces phénomènes de difficultés de communication particulière. Alors maintenant, revenons à la question. Bien sûr que l'école, c'est pas seulement la transmission, et ce serait caricatural de dire ça. Mais quand M. Allègre parlait dégraisser le mammouth, il donnait fortement dans la caricature. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il faisait de mieux, je suis bien d'accord avec vous, mais je veux dire par là que l'école est souvent plus caricaturale encore que cette caricature que vous êtes en train de refuser, effectivement. Parce que un très grand nombre d'enseignants ont effectivement choisi, parce que c'est une économie pour eux, de poil à gratter, de difficultés, d'économie du conflit ou autre, une vision à peu près stupide de la laïcité, enfin autre chose, qui est celle du non-engagement, justement. Et bon nombre d'enseignants encore continuent, effectivement, à valoriser la neutralité et les idées néopositivistes d'objectivité, alors qu'ils ne travaillent que dans l'intersubjectif. Alors, est-ce que je pourrais vous taquiner, c'est sur le plan simplement du dialogue, et montrer, bon, un de mes collègues et néanmoins amis, ils sont tous en sciences de l'éducation, Jean-Jacques Bognol, affectionne la notion de passeur. Eh bien, justement, pour répondre à votre question, je vais dire que je ne l'aime pas. Voilà. Pourquoi je ne l'aime pas? Bon, parce que d'abord, le passeur s'installe toujours, pardon, alors, je crois qu'il faut quand même convenir de ça méthodologiquement, préalablement, toute métaphore ou toute image, bon, celui qui l'emploie en est responsable jusqu'y compris au-delà des sens qu'il a voulu lui donner. Car s'il n'est pas responsable au-delà des sens qu'il a voulu lui donner, il est dans la situation de l'enfant égocentrique dont on parlait tout à l'heure, et il ne tient absolument pas compte d'autrui. Est-ce que ça c'est bien clair pour tout le monde? Bon. Un passeur, c'est en général quelqu'un qui est sur un bac ou sur un bateau, ou autre chose, ou quelquefois aussi dans les montagnes, en période de contrebande, enfin autre chose, et en période d'occupation. Bon. Mais par définition, le passeur, quelle que soit son utilité, je ne mets pas en cause, je ne mets pas en doute,
a un contact bref avec celui qu'il passe. Et nous revenons à ma question fondamentale qui vous aide à comprendre pourquoi je ne suis pas d'accord, de la durée. Je dirais que le passeur est une image, et vous allez retrouver vous-même, les uns et les autres, les sympathies que vous pouvez avoir par ailleurs, c'est vraiment une image que j'emprunterai à... Ah, le nom me manque maintenant. Peut-être quand un nom vous manque. Bon, je laisse tomber ça, ça reviendra probablement tout à l'heure. Qui privilégie justement la notion d'espace. Winnicott, voilà, Winnicott. Donc vous pouvez lire toute l'œuvre de Winnicott, qui est splendide sur le plan éducatif, qui est à conseiller, qui est de très grande valeur, de très grande qualité. Si, vraiment de très bonne qualité. Mais c'est un homme des SAS. Pas de SAS, des romans d'espionnage, mais des SAS au sens du scaphandrier, au sens de l'écluse. Et tout s'y passe effectivement en termes d'espace. Vous n'y trouverez pas le mot temporalité employé une seule fois. Sur une œuvre qui est quand même abondant. Et son modèle de représentation, c'est de mettre effectivement en communication. Le passeur est une image effectivement de l'ordre de l'espace. Moi, je vais vous dire que la notion correspondante à propos du consultant, je dirais le consultant, c'est surtout pas un passeur. Le formateur, c'est pas un passeur, c'est un accompagnateur, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce qu'à la limite, je passe des objets, et même le vrai passeur, le passeur de pendant la guerre, la contrebande c'est des objets, mais le passeur de pendant la guerre, l'occupation, il passait ces gens comme des objets, et c'est comme ça qu'ils avaient probablement le plus de chances, effectivement, d'arriver à le voir. Alors que l'accompagnateur est relationnel. Bon. Alors, entendons-nous bien, vous m'avez posé une question, je réponds à votre question. C'est un dialogue. Je pense qu'il y a deux façons, ici, vraiment hétérogènes de voir les choses, à travers ces deux façons. Qu'elles sont toutes les deux aussi respectables l'une que l'autre. Qu'elles peuvent aboutir chacune, par sa logique propre, à rendre compte des mêmes phénomènes, mais qu'il y a bien une hétérogénéité fondamentale, si je me fais bien comprendre, entre les deux. Or, ajouterais-je que vous avez énormément parlé, alors pas seulement de méthode, mais de méthode et dispositif. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, je vais vous dire, mais alors, le premier de tous ces dispositifs, pour que l'enfant égocentrique découvre qu'il n'est pas tout seul, le premier de tous ces dispositifs, c'est la relation. Et la relation n'est pas un dispositif. C'est la relation. Et dans la relation, c'est le conflit. Alors, on a cet extraordinaire paradoxe, y compris dans la situation pénitentiaire, si vous voulez. C'est que la violence et le conflit sont ce dont la source de tous les maux. Et qu'il va falloir découvrir que la thérapie, le traitement, l'évolution, et l'évolution en termes effectivement d'éducabilité, là je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette valeur fondamentale, effectivement, n'est possible que par le conflit. C'est-à-dire que c'est, mais pas au sens de l'homéopathie, pas autre chose, de traiter le même par le même, et tout, ce qui n'est pas faux non plus, mais enfin c'est pas dans cette perspective-là, c'est-à-dire que les prises de conscience ne peuvent avoir lieu qu'à travers du dérangement, et à travers, par conséquent, du conflit. Et le paradoxe ici, ou la contradiction, c'est qu'à la fois, il faut conforter, il faut réparer, car il y a un problème de réparation. Il y a des gens qui sont effectivement paumés, traumatisés, en difficulté, enfin bref, tout ce que vous avez dit. Et donc ça, c'est de l'ordre de la réparation. Et en même temps, continuer à déranger et assumer le fait, effectivement, qu'on est en relation inévitablement conflictuelle. Donc, voilà, peut-être deux façons, si vous voulez, de poser, de traduire, et encore une fois, il ne s'agit pas de dire l'une et dire l'autre, mais ce que je peux dire, c'est l'une me convient mieux, effectivement, que l'autre. C'est
pas le droit d'aller au-delà de ça.